Bon, merci Baptiste, merci à la CPME et à Chérifa aussi d'avoir organisé ce forum. Donc moi, je vais parler un peu de l'économie numérique en Nouvelle-Calédonie. On a des fois la faiblesse de croire qu'on est très loin de tout. On est sur une île et qui peut être effectivement des fois perçue comme un avantage et des fois comme un inconvénient, et on vit des fois certaines complexes à cause de cela. Rappeler la Calédonie dans son contexte, dans le cadre du numérique. Donc aujourd'hui, tout d'abord, on va parler du monde. Tout le monde, je pense, a largement conscience que la révolution numérique est en marche. On est 7 milliards d'habitants dans le monde, dont la moitié est déjà connectée. Seulement Facebook, donc 2 milliards de comptes. Donc, bon, c'est pas très difficile de dire que c'est quasiment un continent. En tout cas, c'est le plus grand pays en nombre d'habitants aujourd'hui dans le monde. Et cette vague numérique qui va affecter non seulement l'économie, mais nos sociétés, va arriver en Nouvelle-Calédonie, est déjà arrivé en partie, que ce soit sur le plan social ou économique, et appartient à chacun, chaque individu, à chaque organisation, de déterminer si c'est un risque ou si plutôt c'est une opportunité. Un risque parce que ça amène pas mal de risques de sécurité, de comportement, donc qui vont nous envahir sans qu'on n'y soit forcément préparé. Mais c'est également des opportunités parce que tout petit qu'on est, on est quand même capable de créer, on est capable d'avoir le génie qui est le sujet aujourd'hui du forum. Et l'idée un peu de ce que je vais présenter rapidement, c'est comment on peut provoquer ce génie, quoi. Donc quelques éléments quand même au passage, c'est que ce qu'on sait de la Calédonie, c'est qu'on a une balance déficitaire, commerciale déficitaire au niveau du service qui est de 160 milliards. Donc dans le service, on sait qu'il y a énormément de numérique digital. Donc une des travaux qui vont être menés, et j'espère qu'on va les mener avec les institutions, c'est d'essayer d'étudier davantage qu'est-ce qu'on peut capter de cette valeur-là. Alors on se réjouit, pas depuis longtemps, mais depuis quelques mois ou quelques dernières années, du fait que les institutions locales s'y intéressent. Ils comprennent aujourd'hui que capter de la valeur pour la fixer en Nouvelle-Calédonie est un enjeu majeur. On peut bien sûr exporter, et c'est un autre enjeu, mais on peut aussi capter de la valeur qui sort et sur laquelle on peut se positionner pour mieux exporter peut-être demain. Donc on a la chance en Nouvelle-Calédonie aussi de bénéficier de la matière grise. Sans cette matière grise, on ne peut pas aller chercher ni du génie, ni de l'export, ni de développement économique. Et cette matière grise, on a deux sources. On a une matière grise locale qu'on doit continuer à la développer. Il y a énormément d'initiatives qui voient le jour ces dernières années, donc il faut les encourager, mais on en profite également d'une matière grise qui arrive principalement de métropole, des ingénieurs qui ne coûtent rien, parce qu'ils sont formés par la métropole, et qui ont de l'expérience, et qui viennent pourquoi ? Viennent parce que, tout simplement, il fait beau ici, et que c'est joli. Et bon, ça, on ne peut rien y faire, donc on ne peut pas forcément améliorer. Par contre, on peut le promouvoir. Donc il y a un projet qui est en train de s'activer au niveau des institutions d'une façon des fois un peu éparse. Donc on aimerait bien travailler dessus pour faire joindre un peu toutes les énergies pour qu'il y ait un vrai projet de marketing géographique autour d'un endroit qui marque. On parle de Silicon Island, alors ça peut être Lanswata, mais le problème de Lanswata, c'est que c'est un peu cher. Mais on pense beaucoup à nos villes, en tout cas, et beaucoup d'initiatives tournent autour de ce sujet-là. Et ça sera un des sujets sur lesquels on va travailler sur, j'espère, l'année ou les années à venir, pour monter un pôle technologique autour de l'université et autour de tout ce qui est créé au niveau numérique, voire les Fab Labs aussi, parce qu'il y a des initiatives aussi, pour accompagner cette démarche. Il y a un point important lorsqu'on parle d'innovation et le génie, à savoir, c'est que le génie et l'innovation, c'est des accidents. Et on a la chance, lorsqu'on parle d'accident, de bien imaginer qu'un accident peut avoir n'importe où. Il n'est pas forcément l'adage de grands pays ou pays développés. Et par contre, il faut le favoriser parce qu'un accident ne suffit pas à lui-même si on n'arrive pas à le transformer demain en activité, en réalité économique. Et pour cela, on doit mettre en place l'ensemble des éléments, rejoindre l'ensemble des énergies pour y arriver. Donc dans cette démarche-là, le cluster, déjà en fédérant
l'ensemble des acteurs du numérique permet déjà d'améliorer l'information autour de ce qui se fait par ailleurs, amener des initiatives d'action pour pouvoir avancer, je dirais, le sujet, et également permet d'avoir un interlocuteur qui ira aussi amener de la bonne gouvernance, que ce soit au niveau des professionnels, parce que c'est la tâche aussi des professionnels de s'organiser correctement, mais également amener au niveau des gouvernants aussi les informations pour qu'ils aient conscience de l'importance de ce qu'on peut amener dans le cadre du développement de l'économie de la connaissance en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions... Thank you very much for this presentation of the cluster. Does anyone have question about the cluster of numeric companies in New Caledonia? If no one does, yes, Eric. Bonjour, désolé, je suis arrivé juste un peu à la fin, mais j'avais 2 questions sur le cluster. Aujourd'hui, vous avez combien vous, au niveau du cluster, ouais. Je très bon. Ouais, vous l'avez. Alors en fait, le cluster, on l'a redynamisé à peu près 3 ou 4 mois. Aujourd'hui, je crois on est autour d'une trentaine, mais on espère être au moins une cinquantaine. On estime donc selon les statistiques à 200 entreprises, je crois 190 ou 200 d'entreprises de cœur de filière. Alors dans notre philosophie, c'est de fédérer. On est en plein recrutement aujourd'hui. Et fédérer le corps de filière, mais également fédérer tous ceux qui s'y intéressent, qui peuvent être des banques, des assurances, tous les gens qui n'ont pas comme principale activité le numérique, mais qui s'y intéressent très fortement. Alors, juste pour te donner une idée, sur la French Tech en Côte d'Azur, on est à peu près 80. Donc c'est pas, il n'y a pas besoin d'être tant que ça. Vous êtes déjà beaucoup en fait. Alors juste pour dire, merci Eric pour la remarque, on est en contact avec la French Tech, donc j'espère les voir en septembre, et surtout on est en contact avec la Polynésie, donc c'est le début quelque part aussi d'une interaction avec des territoires qui sont similaires par énormément de caractéristiques, que ce soit francophone, République française, ou aussi des arguments, enfin des points forts de ces territoires. Donc aujourd'hui, on a changé le nom du cluster, il s'appelle Open. Open pour dire qu'on est ouvert à tout ce qui se passe au niveau numérique, donc également ça fait référence à l'open data, open source et plein de sujets, mais c'est un nom emprunté à la Polynésie. C'est la Polynésie qui a une grappe qui existe depuis 4 ans, ou 5 ans, je ne me rappelle plus, qui a choisi ce nom. Et nous, on a demandé l'autorisation quelque part à la Polynésie pour qu'on ait les mêmes bannières. On aimerait bien aussi monter une French Tech Pacifique en essayant de monter une association des deux. Enfin, nous, en Corse, on l'a appelé Corsican Tech. Donc, une fois que tu as fini avec la French Tech, on a la Corsican Tech pour faire un pont. Avec plaisir. Tout le monde sait qu'il y a des liens historiques très forts avec la Corse. On œuvrera pour les... Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation du cluster et pour cette première intervention. Je donne désormais la parole à Sébastien Saramegna et à France Géwin pour le cluster innovation, qui est pareil une grappe d'entreprise dédiée à l'innovation. Bonjour, merci Baptiste. Donc je vais commencer mon propos. On est ici pour vous parler du CLÉ, donc qui est le cluster expertise et innovation, et qui est un cluster qui se veut regrouper les sociétés de prestations intellectuelles, donc les sociétés de la connaissance, autour de la connaissance. Alors pourquoi on a senti la nécessité, pourquoi on a eu l'envie de se regrouper et de faire ce cluster? Pour une raison très simple, enfin un double constat. Le premier, c'est la méconnaissance, et le deuxième, c'est l'urgence. Alors la méconnaissance, elle se voit à 2 niveaux, je dirais de l'extérieur. On a eu une remarque, une intervention ce matin pour demander à M. Aberkan les conseils pour la Calédonie, puisque on voyait plein de choses fantastiques et on se disait qu'en Calédonie, c'est pas pour nous. Donc ce qui montre bien que la Calédonie est peu connue de l'extérieur. Alors effectivement, on connaît ses plages, on connaît le rodéo, on connaît les mines, on connaît des choses comme ça, mais la connaissance, les prestations intellectuelles sont peu connues. L'autre méconnaissance, elle est intérieure, elle vient de nous-mêmes, on ne se connaît pas, peu.
On est une multitude de communautés qui vivons les unes à côté des autres et on a une vision assez caricaturale de nous-mêmes. Alors je me veux caricatural pour forcer le trait, bien évidemment, même s'il y a des exceptions partout, mais en gros, on l'a un peu vu tout à l'heure, en gros, c'est l'expatrié qui arrive, qui sait tout, qui connaît tout, qui a eu les diplômes. Et puis le local, c'est coup de chasse, coup de pêche, coup de gueule. Et puis ça se limite à ça. Seulement la réalité des choses, c'est pas ça. Et c'est très loin d'être ça. Les sociétés de prestations intellectuelles, donc je vais dire de connaissances, en Nouvelle-Calédonie, c'est 487 sociétés d'expertise, c'est 5000 emplois. Donc c'est autant que la mine et le BTP. Donc c'est pas n'importe quoi. Et ça pèse dans l'économie, et ça pèse de manière importante dans l'économie du territoire. Mais c'est peu ou pas connu et peu soutenu. Ce qui nous amène à ce deuxième constat qui est l'urgence. C'est que, alors on a eu la chance, effectivement, on a beaucoup parlé ce matin de pétrole. Nous, on va parler de nickel, c'est notre pétrole à nous. On en a beaucoup, on en a eu beaucoup. Mais on voit très bien que quand on a une industrie une économie mono-industrielle, on voit qu'à un moment, là, on est à bout d'un cycle, on arrive à la fin d'un cycle. Et je pense que tous en Calédonie, on commence à être bien conscients de quelque part la fin de ce cycle. Et c'est assez. Si on veut continuer à se développer, continuer à accroître, c'est assez. Ce qui est normal, sans retourner à la bougie. C'est déjà un petit peu conceptuellement compliqué de se dire qu'on va avoir une croissance indéfinie avec une ressource finie. Là déjà, il y a une petite contradiction. Et vous n'êtes pas censé savoir, je pense, que depuis hier, nous vivons à crédit. C'est-à-dire que depuis le 2 août, l'ensemble de la planète a consommé tout ce que la planète peut produire en un an. Donc tout ce que nous faisons là, nous sommes à crédit. Et l'année prochaine, ça ne sera pas le 2, ça sera peut-être le 31 juillet, j'en sais rien. Donc il y a des urgences à essayer de changer ça. Et la Nouvelle-Calédonie, elle a des vraies chances, une vraie opportunité. Mais pas que la Calédonie, je dirais les États du Pacifique. Parce qu'en fait, on est des petits pays, mais on est juste des territoires immenses. Vous, ceux qui sont là, regardez devant vous. Ceux qui sont derrière, retournez-vous. On a un océan, une zone maritime qui est juste gigantesque. Nous sommes des territoires gigantesques. Et l'économie de demain, elle va se tourner par là et elle va se tourner côté montagne derrière. Donc on a des vraies opportunités, on a des vraies potentialités. On a l'environnement, Atem le disait tout à l'heure, on le disait ce matin, on a les expertises, on a les connaissances, on a les structures, on a l'Internet, on a plein de choses qui sont déjà en place. Il manque rien pour qu'on fasse de cette économie de la connaissance ici une vraie source, un vrai levier de développement, et ça peut se faire demain. Notre matière première, elle est là. Il ne faut pas faire beaucoup de choses, elle est juste là. Donc on a 3 sources, vraiment, on a 3 chances. La biodiversité terrestre. La Nouvelle-Calédonie est un hotspot de biodiversité, tout le monde le sait, on en a parlé ce matin. Mais elle n'est pas connue, ou très peu connue. Alors elle est très peu connue en connaissance des espèces elles-mêmes. Et alors elle est encore plus méconnue dans les services ou les molécules ou tout ce que peut apporter ces espèces qu'on ne connaît pas fondamentalement. Et je prends un petit exemple, alors très trivial, vous allez me dire, très, très bas de gamme, le cocotier. En Calédonie, on a quand même un petit peu de cocotier. Et il y a une île, les Loyautés, où on en a pas mal, c'est Ouvéa. Donc déjà, faire pousser des cocotiers sur un atoll qui n'a pas d'eau, c'est une hérésie, parce qu'un cocotier, c'est 300 litres d'eau par jour. Dans une île qui n'a pas de nappe souterraine, c'est déjà une hérésie. Seulement, ça pousse bien avec de l'eau salée, donc il y en a beaucoup. Et ce cocotier, on l'utilise pour faire du copra, essentiellement. Et le copra, ça se vend, on parlait un peu ce matin, ça se vend quoi, 100 francs, 150 francs le kilo. Bon. Demain, vous n'allez pas couper tous les cocotiers, mais demain, vous dites juste, on peut faire autre chose avec ces mêmes cocos. On les prend, il n'y a pas beaucoup d'investissement à faire, c'est extrait à froid, et on fait de l'huile vierge de coco. Là-dessus, vous rajoutez la jolie photo d'Ouvéa, l'île la plus proche du paradis, vous faites une huile vierge de coco bio du Pacifique, et vous vendez ça 2000 francs le kilo. Et ça, c'est demain. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans, c'est demain. Et il faut, voilà. Donc, et là, il y a de la connaissance aussi derrière. L'autre source qui est immense, c'est notre lagon. On a la première ou la deuxième barrière de corail la plus grande du monde. On a l'un des lagons les plus grands au monde. Et on a une biodiversité qui est juste gigantesque. Alors, on a parlé ce matin, et dedans, avec plein d'animaux. On a parlé du cône textile ce matin. Donc, je rends juste un petit hommage à mon père, qui m'a quitté il n'y a pas longtemps. C'est un des premiers Calédoniens à avoir travaillé sur l'appareil venimeux de cône textile. Et ça reste, quand j'ai cherché encore récemment, c'est toujours son article qu'il a. Il n'y a pas grand monde qui a fait d'autres choses depuis. C'est une drôle de retour. Mais pour prendre d'autres exemples, on a les toxines d'anémones qui se vendent aux alentours de $600. Et les anémones, on en a quand même plein dans le lagon. On a des exemples aussi très fameux que les plongeurs de l'aquarium des lagons, l'aquarium de Nouméa connaissent bien, c'est la squille,
qui est un petit animal marin qui a les pattes comme les mantes religieuses et qui, pour tuer ses proies, déploie ses pattes à une telle vitesse qu'elle crée elle crée des étincelles sous l'eau. C'est-à-dire que ça va tellement vite qu'elle fait des étincelles sous l'eau. Ça va tellement vite que la bulle d'air qui est générée, qui est propulsée, elle est à la température du soleil. Et ça va tellement vite qu'elle fait une bulle d'air, elle fait de la cavitation. Et ça s'étudie dans l'armée pour faire des sous-marins avec des phénomènes de supercavitation pour aller à, 400, 500 nœuds. Donc ça, on en a plein le lagon. Cette crevette, elle a aussi des yeux qui sont assez fantastiques. C'est-à-dire que nous, on a des cellules à bâtonnets, des cellules à cônes. On a 2 types de cellules pour voir la couleur. Le chat en plus. Elle en a 64. Donc elle voit quand même beaucoup mieux que nous. Et il y a beaucoup d'études justement sur ce qu'elle peut apporter. Un autre exemple, c'est la crevette pistolet, qui est présente aussi chez nous, en grande abondance. Elle tue ses proies par projection d'une bulle, par le claquement de ses pinces, donc également à une telle vitesse qu'elle génère une bulle de la température du soleil qui va à la vitesse plus vite que la vitesse du son. Donc en fait, elle tue ses impacts, elle tue ses proies avant qu'ils aient entendu la bulle arriver. Et quand une pince part, il y a l'autre qui repousse. Donc c'est pas la même. Pourquoi on ne va pas se gêner? Donc on voit bien qu'on a des opportunités qui sont juste fantastiques de par même notre environnement et nos connaissances. Et on a également autre chose, et je vais laisser la parole à France Géouine, c'est qu'on a un patrimoine humain qui est également très important. On parlait des connaissances traditionnelles, on parlait de toutes ces plantes qu'on utilise par ailleurs. On a un gros patrimoine humain. On a une proximité culturelle importante avec nos voisins du Pacifique. Donc on a beaucoup de liens à créer, on a beaucoup de relations à continuer ou à développer, à établir. Et dans l'économie de la connaissance, c'est primordial. Et les sociétés traditionnelles, alors je laisserai France parce que je n'ai pas la légitimité d'en parler, mais ne serait-ce que l'organisation spatiale de ces communautés sont déjà en avance sur nous. Enfin, l'organisation traditionnelle dénote déjà de l'économie nodale de relations, de ce genre de choses. Mais là, je laisse France parler. Bonjour à tout le monde. Merci de nous permettre de témoigner un petit peu effectivement de ces possibilités que l'on a maintenant en milieu kanak en particulier d'apporter notre contribution, parce qu'on ne peut pas construire le destin commun et le développement du pays si on reste en marge de tout ça. Donc on a la volonté et de plus en plus les possibilités d'agir par nous-mêmes. Qui, mieux que les gens des îles, moi on est de Marais, peut me parler de son environnement, des organisations entre nous pour que ça fonctionne comme dans les entreprises. Je dirais nous. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'imaginer des montages, des approches pour faire les choses autrement et prendre de plus en plus place dans le milieu économique classique, je dirais, parce que finalement, ces manières de faire, ces manières d'agir, ensemble, collectivement, c'est des choses que l'on fait depuis longtemps. Le réseau de relations que l'on cherche à créer, par exemple, avec des opérations comme celle d'aujourd'hui, ce sont des choses qui existaient déjà chez nous depuis longtemps. Et à partir de là, on a juste essayé de trouver des passerelles pour transposer ces manières d'agir, ces comportements, pour échanger, se développer et être dans le coup, je dirais. Donc, vous avez l'heure, nous on a le temps. Et donc, il s'agit simplement de voir comment on peut équilibrer un petit peu tout ça pour pouvoir être plus performant demain, parce que voilà, le propre de l'entreprise, c'est aussi d'être performante, c'est aussi de répondre à des attentes, c'est aussi d'anticiper. Donc on a imaginé pour amener nos gens à intégrer le monde de l'entreprise, la rigueur que ça suppose, le cadre dans lequel il faut évoluer. On a essayé de trouver des formules qui, à mon sens, aujourd'hui, commencent à porter leurs fruits. En 3 ans, on est passé de 3 personnes à
à une trentaine. On est pour les îles peut-être parmi les 10 premières sociétés à avoir le niveau de chiffre d'affaires que l'on a réussi à avoir et également à être dans des métiers d'avenir, puisqu'il s'agit justement de l'environnement, qu'il s'agit de la préservation de cet environnement. On a des sociétés qui évoluent sans cadre, par exemple, pour protéger cet environnement-là qui est hyper fragile. Nos 3 îles, elles sont caractérisées par effectivement des lentilles d'eau dans lesquelles on prélève, qui peuvent être polluées par le dessus, qui peuvent être polluées si on ne mesure pas les pompages, si on les pose pas au bon endroit. On a les bouts de vidange, par exemple, qu'on déverse dans la nature, ça gêne personne, ça nous gênait pas aussi. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on était en train de s'empoisonner et qu'il fallait donc réagir. On se tourne vers les énergies renouvelables parce que justement aussi, quand on est à marée, c'est 25 km de distance d'un point à l'autre de la côte, hein, c'est presque un carré. Aujourd'hui, il n'y a pas, au kilomètre carré, on a l'impression qu'il n'y a pas une forte densité de population, sauf qu'on habite beaucoup sur le littoral et que voilà, on est nous-mêmes en situation d'être des pollueurs, je dirais, et donc de laisser à nos enfants un pays qui sera peut-être pas aussi propre que nous-mêmes, qu'on l'a trouvé nous-mêmes, quoi. Donc l'idée de notre partenariat, c'est d'aller vers ces économies nouvelles, d'aller vers ces nouveaux comportements, en amenant le maximum de gens du pays némoné pour parler de marée, ou des autres îles, parce qu'on fonctionne de la même façon, on se connaît, on a des relations ancestrales, on a des savoir-faire ancestrales. Chez nous, les valeurs qu'on essaye de trouver dans des entreprises, je dirais, modernes ou classiques, comme la responsabilité, la solidarité, le partage, c'est des choses que nous vivons tous les jours. Donc il s'agissait pour nous simplement d'essayer d'amener cette manière d'être, d'amener cette organisation sociétale dans l'entreprise et on est content de pouvoir le faire avec nos partenaires de MR, avec d'autres entreprises qui vont aussi nous permettre d'enrichir le tissu entrepreneurial kanak parce que, on le voit, la salle n'est pas remplie de beaucoup de chefs d'entreprise kanak. Excusez-moi. Et on ne peut pas construire si on continue à rester comme ça, nous-mêmes, à l'écart. Voilà, merci. Merci France. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention extrêmement émouvante et effectivement voir comment les nouveaux modèles économiques peuvent permettre une construction d'un modèle qui correspond davantage à nos territoires, à notre continent et aux îles du Pacifique. Est-ce que quelqu'un avait une question, une intervention à la suite de... Pardon. Oui, Stéphane. Ah, il y a un HF qui va arriver. Je pense... Non. Ouais, vaut mieux passer pour le HF pour la traduction. Merci. Tout à l'heure, Monsieur Aberkan disait que l'amour nous donne des qualités de précision, de persévérance et la capacité de la prise de risque. Ça veut dire que, en fait, il faut avoir la volonté de sortir de sa zone de confort. Prendre des risques, c'est sortir d'un environnement habituel, inconnu, pour aller vers l'inconnu, vers l'innovation, vers le génie. Et est-ce que notre Calédonie est prête aujourd'hui à sortir de sa zone de confort ? Moi, je dirais que oui. Maintenant, c'est très simple. C'est
c'est pas est-ce que la Calédonie est prête à sortir de sa zone de confort. Est-ce qu'on est prêt à sortir de notre zone de confort? Est-ce qu'on est prêt à faire ce pseudo-effort-là? Alors on va pas partir, on est dans un business Pacific Forum, pas dans un politique Pacific Forum, mais on est en 2017, on n'est pas en 1984. Donc il serait temps que on réalise le chemin qu'on a fait. À l'origine, la présentation a un petit peu changé, mais on a aussi innové une structure politique et sociale qui est particulière en Calédonie. D'autres pays nous ont étudié, entre guillemets, de ce qu'on avait mis en place, tous ensemble. Donc il faut arrêter On n'a plus à rougir de ce qu'on est, ni de ce qu'on a fait, ni de ce qu'on peut faire. On a tout ce qu'il faut en Calédonie. Il faut juste le vouloir. C'est tout. Mais par contre, il ne faut rien attendre des politiques. Il faut qu'on le fasse nous. Ça, c'est quelque chose dont moi je suis persuadé. C'est tout. On sait ce qu'on a à faire. Je veux dire, la connaissance, maintenant, elle se véhicule très. On sait ce qu'on a à faire. Donc, si on le fait. Vous savez, Edmund Burke disait la seule chose nécessaire au mal, c'est l'absence des gens de bien. C'est tout. Merci beaucoup. Oui, pardon, France. Je ne sais pas si la question pouvait s'adresser à nous, mais en tout cas, oui, même aux îles où la vie paraît douce, tout pousse sans engrais, tout pousse sans qu'on ait besoin d'arroser, où on a le poisson à portée de main, on a les champs pour cultiver. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la place de nos enfants demain dans l'économie en général. Il y a ces problèmes de santé que personne ne doit connaître. Donc en fait, voilà, je ne sais pas si la zone de confort, c'est l'image, le cliché habituel. On est sous les cocotiers, les doigts de pied au soleil. On est sorti de là et on va aller un peu plus loin que là. Merci beaucoup et bravo en tout cas effectivement pour tout le travail qui est réalisé. Je vais donner déjà du coup maintenant la parole à notre nouvel intervenant. J'en profite juste pour une petite précision que j'ai oublié de vous donner ce matin. L'insonorisation de la salle est vraiment pas terrible et des fois il peut être compliqué d'entendre, surtout pour ceux qui sont en bout. Les écouteurs servent pour la traduction, mais il y a aussi le canal qui passe par le micro en français, donc si ça peut vous permettre d'entendre mieux, n'hésitez pas à prendre les écouteurs qui sont là-bas. Je donne désormais la parole à Auxence Fafin de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie pour nous parler aussi numérique et réseau en Nouvelle-Calédonie. Merci. Donc, je commencerai par ma journée de ce matin. Je me suis réveillé, mes enfants, respectivement 5 ans et 8 ans, étaient déjà debout. Ils avaient allumé la télé, normal, mais pour regarder leur dessin animé préféré, ils avaient allumé la console de jeu, parce qu'évidemment, une console de jeu, c'est fait pour regarder des dessins animés. Ils avaient allumé Netflix sur la Xbox et ils regardaient tranquillement un film, enfin un dessin animé. Moi, je me suis réveillé, j'ai fait mon café. Et j'ai pris mon téléphone et naturellement, j'ai regardé un match de foot. C'était Nice-Ajax, pour ceux qui suivent la Champions League. Et avec mon téléphone, je regardais un match de foot. Tout ça pour vous dire que voilà, on est en 2017, on est bien en Nouvelle-Calédonie. Il y a de ça quelques années, il fallait expliquer que c'était un smartphone. On était en 2011, le lancement de la 3G en Nouvelle-Calédonie, pour ceux qui se souviennent. Ceci est un téléphone intelligent, c'est un smartphone. Bientôt, vous en aurez chacun un. 29 juin 2007, lancement de l'iPhone. On est en 2017, je pense qu'on ne s'était pas trompé. Je pourrais faire un petit sondage. Qui a un smartphone dans la salle ? Qui n'en a pas, c'était plus. Deuxième question, n'hésitez pas à répondre. Qui a regardé Internet depuis que la séance s'est ouverte ce matin pour checker ses mails, checker Facebook, quelque chose comme ça ? Voici encore quelque chose qui est nouveau. Voilà pourquoi le numérique, il est partout. Et voilà pourquoi l'OPT, l'Office des postes et des télécommunications, a évolué sur ces dernières années. Donc, que dire ? L'OPT, c'est un EPIC, établissement public, industriel et commercial, créé en 1958, transféré à la Nouvelle-Calédonie en 2003,
qui dispose d'un monopole sur la distribution du courrier et du colis, qui dispose d'un monopole sur les services de télécommunication. Je reprendrai les mots d'Idriss: ridicule, dangereux, évident. Ça fait parfois débat en Nouvelle-Calédonie. On en débattait encore l'année dernière lors d'une conférence. C'est vrai qu'aujourd'hui, un monopole, pourquoi ? On peut y répondre. C'est peut-être pas le débat de maintenant. Hein. Je pourrais y répondre à un autre moment. Là, c'est plutôt de regarder comment l'OPT s'est aussi transformé en une entreprise qui dynamise le numérique en Nouvelle-Calédonie, une entreprise qui croit, qui est persuadée que le numérique est une source de création d'emplois. On a des connaissances en Nouvelle-Calédonie, on a des acteurs. On n'est pas le seul à l'OPT à activer le numérique. Atem a parlé du cluster. On est nous-mêmes adhérents au cluster pour dire qu'il est très open. On remercie Atem de cette ouverture d'ailleurs. Voilà, donc on est l'OPT, 1200 salariés, un plan stratégique comme toute entreprise. Donc c'est un plan stratégique 2013-2017, mais avec le numérique ça va très très vite. 2013 c'est déjà très vieux. Donc ce plan stratégique, il s'appuyait sur l'OPT, acteur majeur de l'aménagement du territoire. Donc pourquoi aujourd'hui, j'ai plus besoin de l'expliquer, pourquoi on a besoin du numérique dans l'économie. Une entreprise doit être connectée 24 heures sur 24, c'est un nouveau canal de distribution. On a tout le temps besoin d'être connecté. On est sur une île, donc on a encore plus besoin d'être connecté. On est plus loin, donc c'est plus lent, mais justement il faut que ça soit plus rapide. Donc c'est aussi tout le travail que l'on fait un petit peu dans l'ombre, en déployant des câbles sous-marins, en déployant la fibre optique, autant de sujets complexes, et sur l'ensemble du territoire, que ce soit sur Nouméa, mais également dans l'intérieur, sur les îles. Acteur majeur pour le tourisme. Aujourd'hui, même si on a des efforts à faire en termes de roaming pour les étrangers quand ils viennent sur le territoire et qu'ils puissent se connecter à leur réseau 4G, donc on est en train de s'activer. Je vous garantis que l'année prochaine, ça sera mieux. J'en prends l'engagement ici. La santé, outil de consultation à distance, ça paraît de la science-fiction. Pourtant, à Tiga, on a bien un robot qui permet de faire des consultations à distance. C'est encore à l'état expérimental, mais petit à petit, ça s'inscrit dans le territoire. Et puis, si on doit transmettre très rapidement des radiographies, là, ça peut être beaucoup plus utile. L'éducation, maintenant, toutes les classes sont équipées de tableaux interactifs, de TBI, hein, comme disent mes enfants, ils sont très habiles pour faire ça. Ça veut dire que derrière, on a besoin de connexion, on a besoin d'avoir la fibre, quelle que soit l'école sur le territoire. C'est aussi le rôle de l'OPT d'être là. Et puis, équilibrage, rééquilibrage, lutte contre la fracture numérique, ça fait aussi partie des valeurs de notre plan stratégique. Donc on déploie de la 4G, de la 3G évidemment, mais bon, la 3G maintenant c'est ringard, de la fibre optique, des câbles sous-marins. C'est toute cette partie infrastructure. 2017, je vous le disais, c'est la réalité, c'est que le numérique est partout, donc on a dû également évoluer. Donc en 2013, on avait un plan stratégique qui avait été construit en 2011-2010, qui était vraiment sur l'aménagement du territoire, mais on le voit qu'aujourd'hui, avec la vitesse du numérique, il faut qu'on dépasse cet aménagement. On parle de services, on parle de coopération. Donc aujourd'hui, on accompagne, on essaye d'accompagner la transformation du numérique en Nouvelle-Calédonie, donc plus largement, de s'ouvrir. On parle de l'observatoire Charlotte était présente ce matin, de la cellule de l'économie numérique, du PBF Forum que nous sommes partenaires, l'Open. Donc il y a beaucoup d'initiatives en Nouvelle-Calédonie. Alors on essaye toujours de les fédérer pour leur donner de la force, qu'on soit entendu, que notre message dans le numérique soit entendu. On disait qu'il n'y a pas que le nickel en Nouvelle-Calédonie. Non, il y a aussi d'autres services. Le numérique en fait partie. On a des entreprises qui développent du service, des applications. Elles ont besoin aussi d'exporter. Donc c'est également un des objectifs de notre plan stratégique et de notre nouvelle ouverture, s'ouvrir vers l'international, aller vendre notre savoir-faire. Typiquement, on a signé la semaine dernière une convention avec Wallis et Futuna, juste pour vous donner des repères. Wallis et Futuna, la connexion ADSL 256 kg, 38 000 francs par mois. Ça doit vous faire 350 €, hein, 256, c'était l'époque du Wanadoo avec la ventouse verte. Donc vraiment, donc on va essayer Wallis et Futuna auront la chance d'avoir un câble sous-marin d'ici la fin de l'année, et donc ils ont beaucoup à faire. Donc on va les accompagner pour essayer de leur faire gagner un petit peu du temps. Ou là où on a mis 10 ans, si c'était capable de le faire en 1 ou 2 années, ça serait bien. On discute également avec le Vanuatu, le gouvernement du Vanuatu, qui aimerait bien que les connexions Vanuatu aillent plus vite. Donc on
On essaye aussi d'être un partenaire, comment on peut apporter notre savoir-faire. On sait exploiter des câbles sous-marins, donc ça peut être aussi des évolutions qu'on pourrait avoir. Enfin, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes sur les usages, donc on renforce nos partenariats avec des acteurs internationaux, les GAFA, les fameux GAFA. Même si on n'est qu'un petit opérateur d'une petite île, on représente quand même 250 000 personnes qui utilisent beaucoup Internet. Donc on a en Nouvelle-Calédonie des serveurs, donc on appelle ça des CDN, Content Delivery Network, donc c'est des serveurs qui répliquent les données. Donc on a un serveur Google, on a un serveur Akamai. Akamai, c'est pour les flux télévisuels type France Télévisions. On va avoir le mois prochain un serveur Facebook. Donc tout ça, c'est pour permettre aux Calédoniens d'avoir un service qui est de plus en plus performant. Netflix également. Et Netflix, évidemment, of course. Mais on pense aussi aux acteurs locaux. Donc, typiquement, on a déjà un partenariat avec Canal+. Donc, on est en train d'expérimenter en Nouvelle-Calédonie une box qui ressemble un petit peu au service de Netflix, mais made in Canal+. On est aussi en discussion avec la GoTV. Vous savez, il y a un service déjà qui existait en Nouvelle-Calédonie de télévision à la demande, de télévision en live, la GoTV. Donc, on essaye de regarder comment on peut également, quelque part, leur donner les mêmes armes qu'on donne à Google pour que des produits calédoniens puissent également être intéresser les Calédoniens. On discute également avec Calédonia, la nouvelle chaîne de télévision, pour leur apporter notre savoir-faire, des solutions techniques, des solutions d'injection des contenus pour essayer d'avoir en Nouvelle-Calédonie de plus en plus de live, de plus en plus de direct. On discutait ce matin typiquement de l'élection de Miss Calédonie, si je ne dis pas de bêtises, et puis la foire de Bourail, comment on peut avoir des lives durant la foire de Bourail. Et puis enfin, on s'ouvre vers un écosystème, vers les entreprises, vers la transformation numérique des entreprises, et pour ça, je vais laisser la parole à Philippe Maillet, directeur général adjoint en charge de la performance économique à l'OPT. Merci Auxence. En fait, Auxence, lui, dépense l'argent. Moi, j'essaie de le gagner pour pouvoir lui donner des sous. Donc, on est obligé pour le redépenser. Voilà, et pour le redépenser. Je vais être assez synthétique. Je vais rebondir sur deux mots qui ont servi de base à l'intervention d'Auxence. C'est ouverture et transformation numérique. Sur l'ouverture, en fait, on est un EPIC, donc on est à la fois une entreprise, nous sommes une entreprise industrielle et commerciale avec une vraie mission de service public en parallèle. Donc on a, comme toute entreprise, ce qu'on appelle des stakeholders. Et ils sont de nature, et leurs attentes sont de nature très différentes, entre des institutionnels, le monde de l'enseignement, les politiques, qui régulent à travers notre conseil d'administration la politique de l'OPT, mais également des clients, entreprises ou particuliers que vous êtes pour la plupart. Donc cette logique, en fait, elle est un petit peu inversée. Je vais rebondir encore sur le mot monopole. Moi, j'ai aucun problème avec ce mot-là. Le monopole, c'est un résultat, c'est un modèle économique qui résulte d'un certain nombre de choix. Ce que je voudrais pas, c'est que ce soit surtout la résultante en termes d'image de certaines attitudes, de certains comportements. Et c'est contre ça qu'on veut lutter. Aujourd'hui, si on va vers le monde de l'entreprise, si on va auprès de partenaires, certains sont dans la salle, ils se reconnaîtront, le PBF en est un, mais il y en a d'autres, c'est précisément parce qu'on a besoin de travailler avec eux. Parce qu'on n'a pas le monopole. Alors là, des bonnes idées, c'est que les services à développer, ils doivent correspondre à des besoins, et les besoins, c'est vous qui les avez, donc c'est à nous de les écouter. Ça, c'est la première chose. Je vais vous prendre un exemple extrêmement simple. Il y a encore quelques semaines, je dirais, pour prendre rendez-vous dans une agence à l'OPT, avec un conseiller, que ce soit sur les services financiers ou le téléphone, il n'y avait qu'un seul moyen, c'était d'appeler le 1000, notre service client. On a développé de manière, on va dire, en quick and dirty, une appli de rendez-vous en ligne. J'ai eu les chiffres avant-hier, 3000 demandes de rendez-vous en ligne à travers cette nouvelle application. Ce qui correspond donc bien à un besoin. C'est vraiment une petite illustration, mais c'est ce vers quoi il faut aller. Le deuxième sujet, c'est la transformation numérique. Et je pense qu'à travers ce qu'a donné comme exemple Auxence, que ce soit le déploiement de la fibre, de la 4G, etc., on est un acteur sur ce sujet-là. Il faut aller
encore au-delà, et c'est la suite de la transformation numérique, c'est la transformation digitale de l'entreprise. Aujourd'hui, quand on voit la population qui est très jeune en Calédonie, on ne fera plus, et les consommateurs, hein, on ne dit plus le mot usager, on parle de clients à l'OPT, les clients de demain, ils ont entre 15 et 20 ans aujourd'hui. On ne les fera plus aller dans une agence pour acheter un timbre, pour souscrire un abonnement téléphonique. C'est terminé. Cette époque est révolue. Ils sont connectés au même titre que tous les autres pays, je dirais, industrialisés, développés. On a les données là-dessus. On a exactement les mêmes. Donc, cette transformation digitale, hein, cette stratégie qu'il faut mettre en œuvre, c'est une stratégie de relation client. Derrière, il y a des gisements très importants. On a parlé de potentiellement les données que nous gérons au niveau de l'OPT, c'est potentiellement un data lake qu'il va falloir creuser. On peut aller vers des logiques d'open data. Nous possédons ces données, il faut qu'elles soient de bonne qualité, il faut qu'on les mette à disposition. Et ça, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir un établissement public. Mais également, nous voulons travailler différemment. Nous allons expérimenter dans les 3 mois qui viennent des choses qui sont assez nouvelles à l'OPT. C'est du crowdsourcing, par exemple, c'est-à-dire l'interaction en temps réel avec nos clients sur à la fois leur soumettre et leur faire tester un certain nombre de concepts d'offres, mais également avoir leur retour et leurs suggestions sur des choses qui n'existent pas encore. Ce qui veut dire que l'enjeu, si on veut transformer une entreprise dans cette direction-là, l'enjeu est avant tout un enjeu interne. La transformation digitale, elle sera d'abord à l'interne. C'est un gros chantier et nous sommes, Auxence vous a parlé du plan qui est en train de se terminer, le plan stratégique. Nous sommes en train de construire le nouveau qui démarrera probablement 2019. Dans un an, il sera écrit et je fais le pari que l'expérience client, au sens très large du terme, sera un des piliers du plan. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Oui, Athème. Merci. Juste une interpellation pour l'EPT, mais également les administrations locales. Il y a vous commandez ou vous réalisez, vous concevez des logiciels, que ce soit à l'EPT ou ailleurs, hein, et il y a une commande qui est assez conséquente, dans laquelle il y a de l'innovation également. Et c'est des logiciels qui, à mon avis, devraient être un peu ouverts aussi aux entreprises locales, une sorte d'open source local, hein, à minima, pour qu'on puisse, nous, se développer et travailler sur ces logiciels, que ce soit en faire bénéficier d'autres administrations locales ou aller exporter, quoi. On a plein d'exemples. Dès qu'on commence à grappiller un petit peu, on en trouve plein de logiciels, plein de développements qui sont faits. Et je me réjouis aussi que l'OPT commence à travailler sur des standards et s'ouvrir aux entreprises locales, chose qui est faite par ailleurs, hein, que ce soit au gouvernement, à la province sud ou d'autres organisations, mairies et autres. Et c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille au-delà de l'open data, quoi. C'est travailler sur des logiciels d'une façon coordonnée pour que toutes les entreprises locales puissent y chercher des gisements de développement. Et comme disait Idriss, au niveau logiciel, c'est l'infini qui nous fait face. Une réponse, juste pour dire que c'est tout à fait une voie dans laquelle on s'inscrit et on est tout à fait favorable. D'ailleurs, l'OPT est également partenaire, je ne l'ai pas dit, mais du BTS qui est en train de se créer, de la section multimédia à l'IUT, du MMI. Donc, il y a aussi toute une jeunesse qui doit se former sur des outils. Et si on arrive, décideurs, mais également sociétés privées, à donner le cap et à faire en sorte que la main-d'œuvre, la jeune main-d'œuvre soit qualifiée sur ces nouveaux outils, ça sera que mieux et que plus bénéfique pour la Nouvelle-Calédonie. Madame la Présidente. Oui, juste une petite intervention pour remercier énormément l'OPT puisqu'on se connaît depuis quelque temps, très peu. Pour nous, c'est un honneur, hein, c'est une grosse entreprise au sein aussi de la CPME qui promouvoit surtout les petites et moyennes entreprises, mais c'est aussi l'esprit de ce business forum, c'est qu'à un moment donné, le monde économique, il faut absolument qu'on définisse ensemble notre vision économique pour le pays, c'est-à-dire qu'on se donne notre propre cap, notre propre stratégie, que ce soit au niveau de la Grande Terre, des îles, mais aussi au niveau régional. Et j'avais une réflexion d'un journaliste
bizarre, mais je vais essayer d'y répondre. Pourquoi ce PBF en moins de 9 mois ? Parce que c'est à peu près le temps d'une grossesse. Non, je plaisante. C'est que c'est un vrai besoin. Si on est là ensemble et qu'on arrive à se parler et qu'on arrive à se mettre autour de la table, petite, moyenne, grosse entreprise, avec cette volonté de mutualiser nos expertises, nos compétences, c'est qu'on se rend compte que dans le pays, il y a eu beaucoup d'initiatives, mais qu'elles n'ont pas été regroupées dans un sens commun. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Magère qui dit que si on ne sait pas où on va, on risque de se retrouver ailleurs sans même le savoir. Eh ben, c'est exactement ça. Il faut qu'on définisse aujourd'hui notre feuille de route économique pour qu'on puisse créer cette synergie entre toutes les entreprises et tous les entrepreneurs qui ont une vraie fibre pour le développement durable. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole désormais à notre nouvel intervenant, Monsieur Siddiq Elaïbokus, qui est pour l'entreprise Spilog, représentant de Microsoft dans le Pacifique, si je ne m'abuse. Exactement. I'm going to intervene in English. Moi, je vais parler en anglais. J'espère que ça ne posera pas de problème pour beaucoup d'entre vous, parce que vous avez les interprètes qui vont vous aider. Je vais vous montrer aussi quelques diapositives qui vont peut-être un petit peu m'aider. J'aurai 15 minutes pour faire tout cela. I just wanted to talk a bit about technology, de la technologie, innovation, de l'innovation, et surtout de ce mot qu'on adore, la transformation numérique, et quelque chose qu'on appelle le cloud computing, ou le computing en nuage. Et puis avant de progresser, d'avancer, j'aimerais vous demander qui ici, parmi vous, n'a jamais entendu parler du cloud computing? Levez la main. Jamais entendu parler du cloud computing. Bon, très bien. We will talk a bit about this. So we won't be explaining. We're going to just try to align. On va vous expliquer. On va essayer de voir comment la innovation, technologie, digital transformation goes hand in hand, and how cloud computing is the enabler of all these main dans la things today. main pour devenir une sorte de catalyseur aujourd'hui. Avant de continuer, je suis Siddiq Elaïbokus, je travaille pour une entreprise ici en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Spilog, which is an IT distributor and also distributeur informatique et qui est aussi chef de file de Microsoft pour la région Pacifique. Je travaille en tant qu'instructeur, également enseignant avec une partie consultance dans le département de consultance de notre entreprise. Very quick presentation on technology. Alors, maintenant une présentation très courte sur la technologie. La technologie est vraiment une sorte de chronique des inventions, de l'inventivité. Si nous retirons la technologie aujourd'hui de cette équation, eh bien, l'évolution de l'humanité pourrait s'arrêter de but en blanc. Par le passé, le développement socio-économique d'un pays avait lieu là où il y avait une rivière. Aujourd'hui, le développement socio-économique d'un pays dépend de la connectivité Internet. Il n'y a pas de secteur dans une économie qui ne soit pas touché par la technologie aujourd'hui, qui a été épargné par la technologie. L'éducation, bien oui, l'éducation, la santé c'est l'informatique, le gouvernement, c'est le gouvernement informatisé ou électronique. On parle aussi de tout ce qui est finance, c'est FinTech, maintenant l'agriculture, c'est AgriTech, et la liste continue, ne s'arrête pas là. Dans cette troisième révolution industrielle, cette ère de la troisième révolution industrielle, une entreprise, quelle que soit sa taille, adopte une technologie pas simplement pour s'ouvrir au reste du monde, mais parce qu'ils savent également que la technologie est le catalyseur, le moteur de l'innovation. Lorsque l'on parle d'innovation, il est bon de comprendre que l'innovation, il y a différents types d'innovation. L'innovation, aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait normal pour une nouvelle entreprise. Ce n'est pas quelque chose que l'on ajoute,
C'est un impératif. Ça peut être très simple, ça peut être le fait d'investir dans le fait de créer une identité en ligne sur Internet. Il peut s'agir aussi d'investir dans des outils de coopération, de collaboration dans votre entreprise, dans votre société. Et puis ça peut aussi être tout simplement le fait d'investir en technologie pour arriver à faire avancer l'entreprise à l'avenir. Voilà, ce sont des innovations tout à fait simples. Les percées innovatives, c'est lorsque nous commençons à mélanger la technologie avec quelque chose pour pouvoir améliorer ou l'améliorer ou la renforcer. Par exemple, aujourd'hui, la technologie de la mobilité, ce qu'on appelle la technologie mobile, nous l'avons combinée aux effets bancaires électroniques et nous pouvons payer en ligne. Aujourd'hui, nous utilisons cette technologie pour que les opérations bancaires soient dans des régions où il n'y a même pas de banque. Et ça, c'est vraiment une percée. L'innovation, ça peut aussi être quelque chose qui dérange, qui perturbe. La technologie perturbatrice, c'est lorsque nous utilisons la technologie pour changer le paysage d'un secteur bien spécifique. Par exemple, si l'on parle de blockchain aujourd'hui, cela pousse les banques à repenser leur modèle d'opération bancaire. Si on parle d'agritech, par exemple, eh bien, on utilise des analyses de données et l'intelligence artificielle, pas simplement pour avoir de meilleures cultures, mais pour être à même de prévoir l'avenir et quel sera le rendement agricole à l'avenir. Lorsque l'on parle d'innovation en général, aucune innovation ne peut avoir lieu sans la technologie de l'information aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlons de technologie, n'importe quelle entreprise aujourd'hui qui exploite le pouvoir de la technologie de l'information, pour innover, c'est ce qu'on appelle enfin la transformation numérique. Je voulais simplement vous donner un exemple très simple de transformation numérique en utilisant notre propre entreprise, ma propre entreprise comme exemple. Avec la concurrence internationale et notre vision pour essayer de faire croître notre entreprise par rapport au reste du monde, cela nous a poussé à nous transformer de manière numérique et à investir dans les technologies pour pouvoir renforcer notre marque en ligne. Nous avons investi dans le fait d'avoir la meilleure plateforme de e-commerce parce qu'aujourd'hui, les clients veulent en fait pouvoir répondre à leurs besoins n'importe où, à n'importe quel moment. Nous avons investi dans de nouvelles technologies pour, par exemple, une communication interne, une coopération interne. Et qu'avons-nous pu constater dans tout cela? Même chose que pour beaucoup de petites entreprises et même de moyennes entreprises sur le marché. La transformation numérique peut être quelque chose de très compliqué et très onéreux. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que avoir un système d'email sécurisé, des analyses, la sécurité des échanges, c'est quelque chose qui coûte très cher. C'est un investissement en capital et c'est quelque chose qui bloque beaucoup de PME aujourd'hui. Alors la question est de savoir comment aujourd'hui une petite ou moyenne entreprise peut se transformer de manière numérique sans pour autant passer par beaucoup de complexité et le faire de manière très efficace. Et bien dans cette ère numérique, aujourd'hui, nous parlons du cloud computing, l'informatique en nuage. Si vous voulez définir ce que c'est que le cloud, pour les personnes qui ne savent pas, c'est très simple. Prenons simplement quelques exemples dans ce monde qui s'oriente vraiment vers les services aujourd'hui. Si quelqu'un a faim, plutôt que de faire à manger, il va consommer des aliments. C'est un service. C'est ce qu'on appelle un restaurant. Si quelqu'un veut se déplacer du point A au point B plutôt que de louer une voiture, il va prendre le service d'une voiture, c'est-à-dire un taxi. Et si quelqu'un a besoin d'une connexion Internet aujourd'hui, il ne va pas investir dans un équipement extrêmement onéreux.
simplement utiliser Internet en tant que service d'un prestataire de service comme l'OPT en Nouvelle-Calédonie. Même chose aujourd'hui, ce que nous ne comprenons pas, c'est que si une entreprise désire avoir les bonnes technologies, les bons outils informatiques en interne, il n'est pas nécessaire d'investir dans des systèmes très compliqués. Vous pouvez tout simplement avoir l'informatique qui vous est livrée comme service. Et c'est ce qu'on appelle le cloud, l'informatique en nuage. Le cloud, c'est un service qui est livré par des prestataires de services Internet. Et lorsque nous parlons de ce type de prestataire de service, il est bon de savoir qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de prestataires publics comme Microsoft, Google, Amazon, qui fournissent les bons outils, la bonne technologie aux petites et moyennes entreprises pour qu'elles soient à même de pouvoir utiliser l'efficacité qui est la leur très rapidement, et ce, avec un modèle gratuit. Je voulais juste prendre quelques exemples. Si on parle de Microsoft Office 565, c'est en fait la technologie cloud de Microsoft. Aujourd'hui, une petite entreprise qui emploie 1 à 2 personnes peut en fait recevoir des emails de type entreprise, même des sécurités de données, des solutions de sécurité très rapidement, en quelques minutes, et ce, à un prix qui n'est pas beaucoup plus cher qu'un abonnement mensuel. D'un autre côté, lorsqu'on parle des startups aujourd'hui, il est bon de savoir que beaucoup de startups aujourd'hui utilisent aussi ce type de technologie, même pour développer les algorithmes nécessaires en matière d'intelligence artificielle pour, par exemple, préparer l'Internet des objets de demain. Lorsque l'on est dans le cloud, le point qui est vraiment important, ce qu'il faut vraiment savoir dans notre contexte aujourd'hui, c'est que le cloud, l'informatique en nuage, n'est pas simplement fait pour ces prestataires de services publics, même pour les locaux, c'est quelque chose sur lequel ils peuvent également avoir un rôle à jouer. One thing which is very important to know is that no cloud service providers can provide a business in any country with all the tools needed to digitally transform. Vous fournir tous les outils dont vous avez besoin pour une transformation vers le numérique. The local cloud service providers, they have to intervene to provide the right tools and technologies to businesses in a country to be able to do digital transformation. And while talking about local cloud service providers, quickly before I end, I just want to give you a very good example of what we did in Tahiti with a local cloud service provider to give you an insight of how cloud computing is really an enabler of digital transformation and how we can transform a sector altogether. The challenge that we had in Tahiti, we wanted to have a solution in place that will allow training institutions to be able to decrease their cost so that they can have a cheaper price practice for high-end IT trainings in Tahiti. Because we're talking a lot about lack of IT professionals. When we did our research, it was linked like to the complete lack or to the complete inaccessibility of high-end training. The second challenge that we had also, we wanted to put in place a solution that will allow students to be able to connect to the lab and training environment anywhere, anytime, on any device, just by using an internet connection. To be able to study even if they are at home. The solution, we worked with Tahiti Nui Fortress, which is a local cloud provider in Tahiti. What we did, we put forward together with them a 100% Tahiti-made cloud solution under the name of LAS. That's called Lab as a Service. And this solution not only helped the IT training institutions to bring down their costs, but also it helped them to practice a price today which is very cheap, thereby making high-end IT trainings available to a wider audience.
de démocratiser l'accès si vous voulez, à des formations de haut niveau. They could access their training environments in their lab even they were working from home. À leur environnement de formation, même quand Small ils étaient and chez medium eux. businesses today in Tahiti are exploring the same solution to be able to drop down, to decrease their desktop costs and to be able to increase the data security standard as well. Améliorer également la sécurité des données. I just wanted to make a very simple statement. I just wanted to say a very simple thing. Très simple à dire. Today, any business who want to stand out of the crowd and who want really to open itself to the rest of the world, innovation is key. A besoin d'innover. L'innovation, c'est means no innovation. Pas de transformation. So the question that you need to ask yourself today, and businesses need to ask today, is this: que les entreprises doivent se poser. Are you digitally transformed? Est-ce que vous êtes en train de vous transformer vers le numérique? Merci beaucoup. Thank you very much. Is there any questions? Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si je la fais en français ou en anglais. Il n'y a pas de problème. Parfait. Le cloud, ça n'existe pas. Le cloud, c'est l'ordinateur d'un autre. Donc, comment vous faites pour régler les problèmes de vie privée et de données personnelles? D'ordinaire, tout dépend. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle des cloud service providers, on a des cloud service providers qui ont déjà leurs propres pratiques. C'est pourquoi aujourd'hui, on demande que dans chaque pays, il y a des cloud providers où eux, ils vont gérer ce problème d'après les normes et les standards cadrant avec normalement un pays. D'autres questions ou remarques suite à cette intervention? Si ce n'est pas le cas, je vais donner du coup la parole à notre prochain intervenant, Christophe Chevillon de l'association de l'ONG Pew, et qui va nous parler du programme Global Ocean Legacy, si je ne me trompe pas. C'est exact, merci. Donc oui, moi je travaille pour une ONG qui s'appelle The Pew Charitable Trust. Ici dans le Pacifique, on dit la Pew. C'est plus sympa. Après, c'est une ONG à but non lucratif, donc des fois je me demande un petit peu ce que je fais ici. Mais je sais, c'est une idée de Claude Van de Voort. Vous verrez, il y a quelques ponts quand même, notamment avec la conférence d'Idriss ce matin. Pew est une ONG familiale. En fait, au départ, c'est des gens qui ont fait fortune dans le pétrole, dans l'immobilier, dans la banque, et qui se sont retrouvés avec des sommes colossales à gérer, notamment les intérêts des intérêts. On crée une fondation familiale, ce sont 2 frères et 2 sœurs. Et puis, finalement, les activités ayant évolué se sont transformées en ONG, donc organisation non gouvernementale. Pew est une grosse ONG qui travaille sur de nombreux sujets. Je vais prendre un peu de temps sur Pew parce que, j'y reviendrai dessus, mais elle est très peu connue, notamment dans la bulle française, dans le monde français, parce qu'en fait, on n'est présent que depuis 3 ans sur les territoires français. Et donc, je vais prendre un petit peu de temps pour la présenter, contrairement, par exemple, à VVF de mon collègue Hubert Géraud, qui est dans la salle, qui est implanté depuis longtemps et dans le paysage depuis beaucoup plus longtemps. Donc Pew travaille sur de nombreux domaines, travaille sur la santé, l'éducation, étudie la vie des communautés, étudie la vie des ménages, travaille sur l'aide à la mise en place de politiques publiques, travaille sur les grandes tendances sociétales, et puis travaille sur l'environnement. Donc il y a un gros département qui est le Pew Environment Group, dans lequel on trouve de l'environnement terrestre, bien sûr, et du marin. Je vais détailler le marin. Donc le terrestre, c'est essentiellement les grands parcs nationaux américains. Et en fait, Pew est sorti du territoire américain à travers le milieu marin. Logique. Sur le milieu marin, donc on travaille sur la protection des thons, la lutte contre la pêche illégale, la lutte contre la surpêche, la protection des mammifères marins, des requins, des pingouins, des mers antarctiques, des écosystèmes, enfin des mers boréales et des mers antarctiques. Et il y a un programme qui s'appelle Global Ocean Legacy, héritage mondial des océans. Et donc ce programme, lui, s'attache à la création, partout où c'est possible autour de la planète, d'aires marines protégées de dernière génération, c'est-à-dire des grandes aires marines hautement protégées signifiant
sans activité extractive, que ce soit la pêche, le pétrole, le deep sea mining en général, les nodules polymétalliques, etc. Et donc c'est l'équivalent en gros d'une réserve naturelle. Enfin, c'est l'équivalent d'une réserve naturelle. Pew se veut appuyé par une caution scientifique. D'ailleurs, dans Pew, il y a une Pew University, il y a un Pew Research Center, il y a des Pew Fellows. Et donc, tout ce qui est entrepris, les programmes qui sont entrepris, les déclarations qui sont faites, les publications qui sont faites sont toujours appuyées par la science et par des articles ou un argumentaire scientifique. Pour faire un petit peu le pont, ou le lien en tout cas avec la conférence de ce matin, la devise de Pew, c'est que Pew est guidé par le pouvoir de la connaissance pour relever les défis majeurs de notre époque. Pew et la France. Donc Pew est peu connu dans le milieu français, dans le monde français, parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, ça fait seulement 3 ans qu'on est installé sur les territoires français et on a ouvert simultanément des bureaux en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à Paris, à l'Institut océanographique de la Fondation Albert Ier de Monaco, la Maison des Océans. Ici, en Nouvelle-Calédonie, donc vous imaginez bien que le programme Ocean Legacy s'intéresse au parc de la mer de Corail. Il faut savoir que pour créer ces grandes réserves, on a besoin d'espace, bien sûr. Il faut que ce soit une zone où il n'y ait pas trop de conflits d'usage, donc pas trop d'usage. Pour pas qu'il y ait de conflits, il ne faut pas qu'il y ait trop d'usage. Il ne faut pas qu'il y ait de guerre, il faut qu'on puisse quand même y travailler. Donc au total, il ne reste pas beaucoup d'endroits au monde sur la planète où on peut créer ces grandes réserves de dernière génération. Donc évidemment, on travaille sur le parc de la mer de Corail. On travaille suivant 3 axes en Nouvelle-Calédonie. Le premier axe, c'est qu'on est partenaire du gouvernement. On a une convention de travail avec le gouvernement. On est membre du comité de gestion du parc. Peut-être quelques mots sur le parc quand même, oui. Donc vous avez une diapo à l'écran. Alors ça, c'est les sites d'intérêt, mais ça ne fait rien, il y a le parc dessus. Donc le parc, c'est l'ensemble de la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire tout le territoire, toute la zone économique, c'est en fait les eaux, l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie moins les eaux provinciales. Les eaux provinciales étant les eaux qui sont dans le lagon et ensuite 12 nautiques au large de la Grande Barrière. Et comme ça a été évoqué par Sébastien Saraménia ce matin, donc on est un territoire exclusivement marin, puisque le territoire marin de la Nouvelle-Calédonie, c'est 98,5% du pays qui est constitué de mers, lagons et océans. Donc le parc qui représente 1 300 000 km², ce qui en fait le 2e parc au monde. Il a été longtemps le premier, avant que Barack Obama étende le parc d'Hawaï. Et il l'a monté de 200 000 km², il est passé à 1 500 000 km². Mais donc on est quand même on a le 2e parc aujourd'hui au monde en termes de superficie. Alors ce parc, il a été créé par le gouvernement il y a 3 ans maintenant. Le parc, au départ, c'est une coquille vide, c'est-à-dire que la création du parc, ça consistait à lui donner un statut juridique et ensuite à dire qu'il serait doté d'un comité de gestion, que le comité de gestion serait composé de telle sorte et telle sorte, je vais y revenir, qu'il y aurait un comité d'harmonisation, un comité scientifique et surtout, plus important, que le comité de gestion avait 3 ans pour élaborer un plan de gestion pour ce parc, donc dans un délai de 3 ans après sa création. Le comité de gestion, en fait, il est coprésidé par le président du gouvernement et le haut-commissaire, donc le plus haut représentant de l'État français en Nouvelle-Calédonie. Et il est constitué de 4 collèges. Un collège des institutions où on retrouve donc le gouvernement, le Congrès, les provinces, le Sénat coutumier et je crois le CESE, le Comité économique, social et environnemental. Ensuite, il y a un collège coutumier où donc là, les coutumiers arrivent non pas par le biais du Sénat, mais par le biais des aires coutumières. Et donc on a 8 représentants dans ce collège des coutumiers. Ensuite le collège des socioprofessionnels où on trouve essentiellement les pêcheurs hauturiers qui font le thon à la long line dans le parc, les transporteurs, les gens du tourisme, de la croisière, tous les gens qui ont une activité tirée du parc ou qui se déroule dans le parc. Et puis, il y a ensuite donc le collège de la société civile où on trouve les ONG et les associations locales de protection de l'environnement. Donc ce parc, il a, en plus de sa taille, qui est considérable, il a pas mal de
de sites d'intérêt. Sur la carte qui est présentée à l'écran, les parties assurées en rouge sont les zones de conservation prioritaires. Donc vous avez sur votre gauche les Chesterfield, Bellona et Landzone. Là, on a des écosystèmes coralliens qui sont assez exceptionnels, pas uniques encore, je vais y revenir après, il y en a d'autres, et où on trouve particulièrement des sites de ponte importants pour les tortues marines, et aussi des zones de reproduction très importantes au niveau mondial ou régional pour les oiseaux marins. Vous avez ensuite au nord de la Calédonie les récifs d'Entrecasteaux. Là, c'est un peu les mêmes caractéristiques, les mêmes écosystèmes et les mêmes sites d'intérêt, c'est-à-dire reproduction des tortues. Par exemple, les tortues qui sont nées à Entrecasteaux alimentent les tortues que vous allez voir dans le lagon sud, par exemple, à plus de 60%, je crois. Là aussi, des sites d'intérêt pour la reproduction des oiseaux. Ensuite, quand on continue sur la droite, dans le prolongement des loyautés, vous avez deux récifs qui s'appellent Astrolabe et Pristine, qui sont considérés comme les récifs les plus intacts au monde. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs missions. Il y a une mission de National Geographic Society qui a fait le tour du monde à la recherche de sites isolés et dans un bon état de conservation ou vierge, quoi. Et puis aussi une mission scientifique IRD, Université de Montpellier, Université d'Hawaï. Et ces deux équipes se sont accordées pour dire qu'on avait là deux des récifs les plus intacts, les plus vierges au monde. Il faut savoir que ce type d'écosystème, il en reste 1,5% sur la planète. Et que 30% de ces 1,5% sont en Nouvelle-Calédonie. Et aussi que 20% de tous les récifs calédoniens, de tous les écosystèmes récifo-coralliens en Nouvelle-Calédonie sont dans un état pristine, c'est-à-dire un état, alors on ne peut pas évaluer l'état originel puisqu'on n'était pas là pour le voir, mais proche de l'état originel, en tout cas des écosystèmes qui n'ont quasiment pas été impactés par une quelconque activité ou influence d'une activité humaine. Si on continue, vous avez complètement sur la droite, vous avez des îles volcaniques cette fois, donc plus des îles coralliennes, mais des îles volcaniques qui ont un intérêt particulier parce que ce sont des substrats nouveaux et les scientifiques peuvent étudier, la succession des organismes dans la colonisation d'un nouveau milieu. Donc un intérêt non négligeable pour la science. Ensuite, on arrive au sud de la Grande Terre et de l'île des Pins et la zone assurée, là, ce sont les monts sous-marins. Donc ces monts sous-marins, ils ont plusieurs particularités. On a des assemblages faunistiques en fait qui diffèrent d'un mont à l'autre. Ils ont été très peu étudiés. On commence à avoir des données. On découvre que ce sont des espèces de guides, de balises pour les espèces migratrices qui se déplacent entre l'Antarctique, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie, que ce soit les tortues ou les baleines à bosse. Et puis on a découvert sur ces monts sous-marins des choses absolument incroyables. On a découvert par exemple un fossile vivant, une bestiole qui était considérée par les scientifiques, les géologues, les paléontologues comme éteinte depuis 140 millions d'années. 140 millions d'années. Et on la retrouve vivante à un seul endroit au monde. C'est là, c'est sur les monts sous-marins de la Nouvelle-Calédonie. Ça s'appelle Gymnocrinus richeri. C'est un crinoïde pédonculé. Ça ressemble à une espèce de main articulée. C'est assez abominable et horrible. Dedans, il y a un colorant et il y a des substances actives qui ont été étudiées mais qui n'ont pas débouché parce que trop d'effets secondaires. Et puis peut-être, j'ai une carte en 3D pour vous montrer ce qui se passe parce qu'on a tendance à voir l'océan comme une surface plane. Ça, c'est pour vous montrer que sous le niveau de l'océan, qui est pratiquement plat tout le temps, sauf quand il y a de la houle, il se passe des choses absolument diverses et très très extrêmes dans ce parc et sous le niveau de l'eau. Donc vous avez un véritable paysage de montagne avec des plaines, des guyot, des rides, et on a même une fosse de subduction. Tout ça, ça veut dire que dans le parc, l'altitude ou la bathymétrie ou l'altitude sous-marine varie de zéro quand on est sur des récifs coralliens, sur des écosystèmes coralliens, des îlots, des cailles de sable, etc. Et ça va jusqu'à plus de 7000 mètres de profondeur. Vous imaginez le décalage, 0,7000 sous le niveau de l'eau, donc c'est un vrai paysage de montagne qu'on a là sous la surface de la mer. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur les axes de travail? Donc nous, on travaille au sein du comité de gestion en apportant nos connaissances, notre expérience, une expertise, des études, etc., comme l'ensemble des partenaires d'ailleurs. On travaille ensuite sur la sensibilisation du public avec, alors vous avez peut-être entendu parler des réserves XXL, donc c'est notre bannière de campagne. Et c'est avec cette bannière-là qu'on va au-devant du public pour faire de l'information, de la sensibilisation et obtenir du soutien.
Et puis évidemment, on fait un travail que j'appelle relation d'influence. On appelle ça en français du lobbying, mais les Américains n'ont pas du tout la même définition du lobbying, qui est extrêmement codifié, extrêmement réglementé. Le lobbying, vous pouvez le faire qu'un certain nombre de pourcentage de votre temps de travail. L'argent que vous allez mettre dans le lobbying doit être aussi extrêmement réglementé en termes de pourcentage. Et il y a des règles extrêmement contraignantes qui fait que nous, on ne fait pas de lobbying, on fait des relations d'influence. Et ça vise à obtenir un réseau de personnalités influentes qui soutiennent notre projet pour le parc de la mer de Corail. Combien il me reste de temps, s'il vous plaît? C'est bon? Ouais, ok. Peut-être sur ces réserves. Donc, quel est l'intérêt de ces réserves de dernière génération qui sont vastes? On parle de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Évidemment, plus vous allez prendre d'espace, plus vous allez avoir d'habitat, d'écosystèmes, et plus vous allez avoir d'espèces et donc de biodiversité. En outre, vous allez abriter ou protéger des espèces à grande mobilité. Il y a un collègue de l'IRD qui a tendance à dire, quand vous voulez protéger un poisson clown, il suffit de protéger son anémone. Donc vous n'avez pas besoin de faire une très grande aire marine protégée. Mais par contre, il y a beaucoup d'espèces qui se déplacent et qui se déplacent sur de très grandes distances, et elles ne sont pas protégées par le type de réserve qui existe actuellement, qui en général ne dépasse pas, je crois, alors j'ai eu du mal avec les conversions en kilomètres carrés et en hectares, je crois que c'est de l'ordre de 5 à 7 000 hectares pour les plus grands sites patrimoine mondial qui existent en Nouvelle-Calédonie. Et là, nous, on part sur des choses qui font plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Ces réserves, des articles récents montrent qu'elles ont aussi un intérêt dans la résilience des écosystèmes par rapport au changement climatique. Tout simplement parce qu'un écosystème en bonne santé va mieux résister à une agression qui sera celle du changement climatique qu'un écosystème qui est déjà affaibli par une pollution chronique ou des choses comme ça. Donc ça, c'est assez logique, c'est ce que j'appelle les règles de la nature et de bon sens. Sur la surveillance, j'allais dire qu'il est plus facile de surveiller une grande réserve qu'une petite réserve du lagon où vous avez d'un coup le dimanche 70 bateaux qui débarquent avec 3-4 personnes à bord, des enfants, des chiens, etc. C'est hyper compliqué à surveiller ça. Une grande réserve, comme ces grandes réserves, je vous l'ai déjà expliqué, elles peuvent être installées dans des endroits qui sont isolés, où les écosystèmes sont relativement en bonne santé. Finalement, ça reste plus facile à surveiller avec des outils comme les satellites, les radars, les données océanographiques, etc. Et j'en veux pour preuve l'histoire de ce trafiquant de cocaïne qui vient d'être arrêté. Quand même, c'est un bateau de 16 mètres au milieu de l'océan, entre l'Amérique du Sud et l'Australie. Et il a été parfaitement repéré, il a été pisté, il a été surveillé, il a fini par être arraisonné. Donc la surveillance de ces grandes réserves, elle est au point. Je ne développerai pas ça ici, ce serait un peu trop long, mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir Virtual Watchroom ou Eyes on the Sea sur YouTube. Et ça présente les systèmes qui existent de surveillance de ces grands espaces, de ces ZE. En fait, ça surveille des ZE entières à partir de technologies modernes. Et puis ces réserves, elles assurent aussi la pérennité de la pêche, bien sûr, parce qu'on a souvent tendance à opposer, comme c'est des réserves no-tech, c'est-à-dire où la pêche est interdite, on a souvent tendance à les opposer entre, oui, les réserves, c'est la mort de la pêche, ou c'est pas possible, les pêcheurs pourront plus vivre si on fait des réserves. En fait, c'est totalement faux et c'est exactement le contraire, puisque ces réserves, leur effet, évidemment, il y a un effet attractif d'abord, notamment pour les poissons. Ensuite, à l'intérieur, on va trouver, comme ils sont tranquilles, ils vont se développer. Donc, on a plus d'espèces, plus de biomasse, c'est-à-dire des poissons plus gros, plus de quantité. Et puis, évidemment, une activité de reproduction qui est aussi plus intense que dans les zones perturbées. Et donc, cette activité de reproduction, non seulement elle va produire de la biomasse à l'intérieur de la réserve, mais au bout d'un moment, elle va l'exporter. Et donc, en fait, c'est tout le contraire. Ces réserves assurent la pérennité de la pêche. Et elles ne sont pas faites que pour la biodiversité, que pour protéger la biodiversité. Elles sont bien faites aussi pour sauver l'économie de la mer. Vous connaissez un petit peu les conditions qui sont celles aujourd'hui de l'économie de la mer. Et évidemment, je ne vais pas m'aventurer sur le terrain d'Idriss, mais je pense qu'il y a eu suffisamment d'exemples ce matin sur le biomimétisme, par exemple, qui montre que la conservation a un intérêt et que la conservation peut évidemment être une source
d'économies extrêmement importantes et qu'on peut substituer aujourd'hui à des économies qui sont basées sur l'extraction de ressources fossiles et non renouvelables. Je vous remercie et à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement complète, effectivement, de la richesse de nos océans et de la richesse de nos mers. Je crois que Madame la Présidente, vous vouliez un petit mot. Juste une petite remarque, parce que vous aviez l'air surpris de savoir pourquoi vous étiez là, parce qu'on vous aime bien. C'est pas mal déjà. Non, c'est vraiment notre fil conducteur, quoi. C'est aujourd'hui, l'économie ne doit pas s'opposer à l'environnemental, qui ne doit pas s'opposer aux scientifiques, dont l'OPT et les réseaux doivent comprendre qu'il faut qu'on libère nos énergies, nos cerveaux via, etc. Donc, il y a des investisseurs dans la salle privée, il y a plein de gens qui aujourd'hui essayent de réfléchir en commun sur quelque chose qu'on défend, le développement durable, même si on est des patrons. On a le droit. Non, bien sûr, c'était un peu une plaisanterie par rapport au statut non lucratif de l'ONG pour laquelle je travaille. Mais évidemment, et ce projet de grandes réserves, enfin ces grandes réserves qui sont aujourd'hui installées partout à travers le monde, elles ont bien aussi un argumentaire d'ordre économique. Hein. C'est la promotion du développement durable, c'est la pérennité d'une activité tirée de la mer, c'est la sauvegarde de l'économie de la mer. Et donc, oui, bien sûr, je sais pourquoi je suis là et c'est pour moi très intéressant. De faire la promotion de projets comme ça qui s'inscrivent tout à fait dans une partie en tout cas des objectifs de ce forum. Merci. Oui, bonjour. Je voudrais poser une question par rapport à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Il s'agit de parler d'économie. Je voudrais juste rebondir là-dessus. Et cette fantastique opportunité qui est créée par ce projet où on s'aperçoit qu'on va prendre connaissance en fait de notre environnement, on va le préserver. Mais par contre, très concrètement, pour les Calédoniens aujourd'hui qui vivent de la vie de la mer, qu'est-ce que ça sous-entend ? Est-ce que ils ont encore le droit et dans quelles conditions ils ont le droit d'accéder en fait à leur travail, enfin aux produits de la mer ? Oui. Alors, comment dire ? La plupart des Calédoniens, ils ne mettront jamais les pieds dans le parc parce qu'il est extrêmement éloigné. C'est un milieu où on n'a pas d'habitants dans ce parc, hein, et les îles, les parties immergées du parc sont extrêmement loin, c'est-à-dire c'est Astrolabe, Petrie qui sont des endroits, il faut monter des expéditions pour aller là-bas. C'est les Chesterfield qui sont à plusieurs jours de bateau de Nouméa, hein, je crois que ça fait Chesterfield, Nouméa, on est pas loin de 1000 km, d'accord. Et donc il y a à part quelques navigateurs transocéaniques. Des expéditions scientifiques et des expéditions de suivi. Il y a quelques charters ici en Nouvelle-Calédonie qui amènent des touristes ou ce qu'on appelle des parascientifiques, c'est-à-dire des observateurs de la nature, passionnés d'oiseaux, de tortues, etc., et qui veulent aller dans ce genre d'endroits sauvages. Mais la plupart des gens n'y mettront jamais les pieds. Les pêcheurs hauturiers qui font le thon à la long line dans le parc ont une aire de distribution qui est assez constante depuis une quinzaine d'années. Et donc, on peut très bien installer ces grandes réserves sans impacter l'aire de pêche actuelle. Et la réserve sera de toute façon bénéfique à cette activité. Là aussi, alors, j'ai pas développé en 15 minutes, on peut pas aborder tous les sujets parce que ça couvre beaucoup de sujets. Mais il y a des publications récentes qui tentent à montrer que ces réserves sont aussi efficaces sur les espèces migratrices. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les espèces migratrices, c'est un peu comme les humains. Il y a des individus différents. Il y a des gens qui sont de grands voyageurs et d'autres qui sont des casaniers. Et il y aurait des poches, en fait, au sein des espèces migratrices d'individus, des communautés qui, en fait, ne le seraient beaucoup moins que les autres et qui utiliseraient ces grandes réserves. Donc, comme elles sont assez récentes, ça fait pas très longtemps qu'elles sont mises en place à travers le monde, on commence seulement à avoir des résultats sur leur efficacité, sur leur performance, sur leur fonctionnement, etc. Et donc, pour aller plus loin dans la réponse, l'eau du lagon, elle est baignée par quoi ? Elle est baignée par l'eau du parc. Chaque marée basse, chaque marée descendante, chaque marée montante, l'eau du lagon se vide et elle est remplie par l'eau du parc. Donc, la qualité du parc impacte forcément le lagon. Et pour redonner un exemple que j'ai déjà cité, c'est celui des tortues.
Les tortues que vous voyez dans le lagon, elles viennent de l'extérieur et elles viennent du parc, elles viennent d'Entrecasteaux, elles viennent des Chesterfield, il y en a même qui viennent d'Australie. Hein. À terme, l'idée, c'est d'arriver à faire des parcs transrégionaux ou transfrontaliers. Et on a ici un exemple qui serait un beau cas d'école, puisqu'on a la mer de corail australienne qui est toute voisine de notre parc de la mer de corail. Et à chaque bout de ces 2 mers de corail, on a des sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Donc en termes de cogestion, de gestion intégrée, de gestion régionale, ce serait évidemment super intéressant. J'ai répondu à... oui, c'est bon. Hubert, et puis après on va passer à la dernière intervention pour essayer de tenir un peu notre planning. Il n'est plus à démontrer pour les réserves de la province, par exemple, toutes les petites réserves qu'il y a dans le lagon. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que ces réserves fonctionnent parce que une fois qu'on les met en place, qu'on les surveille, au bout de quelques années, on a plus d'espèces, des plus gros individus, plus de quantité, et qu'après ça essaime, c'est-à-dire ça ressort de la réserve pour le bénéfice des pêcheurs. Et pour avoir participé à cette aventure, puisque j'ai travaillé au service de la mer et la protection du lagon de la province, au début, la mise en place des réserves, c'était une guerre avec les pêcheurs. Aujourd'hui, ces pêcheurs viennent voir les gens de la direction de l'environnement en leur disant on est bien content que vous ayez fait ça, parce que sinon, aujourd'hui, on serait obligé d'aller chercher notre poisson beaucoup plus loin. Et ça, c'est une constante dans l'activité de pêche. On pêche et quand il n'y a plus, on va plus loin. Et ça, non, il faut plus le faire, il faut arrêter de le faire. Et les grandes réserves, enfin les réserves en général, petites ou grandes en fonction du contexte, sont très utiles pour ça et finissent par stabiliser l'activité et évitent qu'ils soient obligés d'aller de plus en plus loin et de pêcher plus et de vider plus. Très rapidement, pour dézoomer, en effet, l'écologie marine a le parallèle avec l'économie marine, c'est-à-dire qu'elles sont complètement connectées. Alors ça va être bien de faire en effet, et on soutient la création, le classement de grandes aires marines, de zones en aires marines protégées, mais en effet on a de la biodiversité et des ressources économiques, que sont les thons, qui sont partagés, qui ne restent pas dans nos frontières. Et là il y a un gros enjeu à connecter, non seulement à reconnaître par la connaissance la connexion écologique, ces thons qui voyagent comme les tortues dont parlait Christophe, mais aussi à connecter les économies, puisque même si on a une vingtaine de bateaux ici qui font de la Seine, de la palangre, et qui prélèvent que 2500 tonnes par an, donc très très peu. En face, il y a 150 seineurs qui ramassent tout avec des pavillons asiatiques. Et même s'il y a une bonne gestion dans l'espace marin, on perdra la ressource parce qu'à côté, on n'aura pas ce développement durable et cette économie que l'on veut virtueuse. Donc ce qui est intéressant aussi au Pacific Business Forum, c'est d'essayer de connecter les pays de la région pour construire une vision partagée d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue soutenabilité, donc ce lien écologie-économie, pour assurer qu'il y ait une évolution du modèle économique, non seulement en Calédonie pour sortir de 150 ans de cueilleurs-chasseurs sur le nickel, mais également une évolution des pays voisins, de sortir un petit peu de ce contrat de licence de pêche que l'on monnaie avec un aéroport, un hôpital, une nouvelle route, à la Chine entre autres, et soutenir par une diplomatie économique la diversification économique de ces petits pays d'à côté, Fidji, Vanuatu, et permettre de fait de lever le pied à ces pays-là, de choisir le type de pêche qui les rendra compatibles avec une économie partagée avec la Calédonie. Tout à fait, c'est un des objectifs du parc, et Hubert l'a bien exprimé, c'est d'en faire un modèle qui soit exportable aux pays voisins, parce qu'aujourd'hui la pression sur la ressource, elle vient des pays voisins, elle ne vient pas des pêcheurs calédoniens, elle vient de l'extérieur. Pour vous donner une idée, nos 16 pêcheurs calédoniens à la long line pêchent à peu près 2500-3000 tonnes, ce qui est l'équivalent d'un seul seineur à l'extérieur. Au Vanuatu, il y a 150 bateaux qui ont des licences de pêche. Ils sont en train de vider les eaux du Vanuatu. Et je ne peux pas projeter en direct, mais j'ai ici un time-lapse où on voit la pression de pêche qui s'exerce le long de notre frontière avec le Vanuatu. C'est juste impressionnant. Donc oui, tout à fait, le parc a aussi cette vocation de s'exporter avec un intérêt propre à la Calédonie, c'est de diminuer la pression de pêche à l'extérieur et de faire en sorte que les pays voisins adoptent des mesures aussi responsables et durables. Ok, merci beaucoup pour effectivement cette enrichissante contribution concernant comment préserver un peu nos ressources naturelles et maritimes.
on passe à la dernière présentation de ces 15 minutes speakers. Didier Gojou pour la Calédonienne des Eaux qui va nous parler, il me semble normalement, d'un système innovant de dessalination. J'y arrive plus. Je suis trop fatigué. Je te laisse, Didier, la parole. Merci. Merci. Oui, donc bonjour à tous. I'll try to speak in English for our host. Je vais essayer de parler en anglais. Je m'appelle Didier Gojou, je suis PDG de la Calédonie des Eaux. Eau means water. Eau, ça veut dire water. C'est ce dont je vais parler. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter la Calédonie des Eaux, mon entreprise qui est tout à fait nouvelle. Elle emploie 270 personnes. 83% sont des Néo-Calédoniens, y compris toute la diversité de la population de la Nouvelle-Calédonie et sa richesse aussi. Nous sommes en Nouvelle-Calédonie depuis de nombreuses années. Nous faisons partie du groupe Suez. Peut-être que vous savez que le groupe Suez a été créé il y a plus de 150 ans. D'abord la construction, puis l'opération, tout ce qui est du canal de Suez. Maintenant, eh bien, nous sommes plutôt dans l'environnement. L'environnement avec les activités liées à l'eau, les déchets solides et les eaux usées. En Nouvelle-Calédonie, nous opérons dans 10 municipalités pour tout ce qui est service des eaux. Toutes ces municipalités représentent à peu près 2/3 de la population de la Nouvelle-Calédonie. Dans le groupe Suez, nous essayons de mettre en œuvre dans la région de nouvelles technologies qui s'insèrent bien et qui répondent aux nouveaux besoins de nos clients en eau. La première dont j'aimerais parler, c'est le compteur d'eau connecté, automatisé, ce qu'on appelle un produit OnConnect. Peut-être que nous pourrions projeter le clip qui est très court pour vous présenter ce produit. Je suis désolé, c'est en français, mais je crois que vous aurez l'interprétation. L'eau, source de vie, est au cœur de chaque activité humaine. Vous comme moi savons que nous devons optimiser nos consommations d'eau pour une utilisation raisonnée de cette ressource. Pourtant, je n'avais pas conscience de ma réelle consommation. Mais cela a changé depuis l'installation chez moi d'un compteur d'eau communicant. Ce compteur connecté envoie à un centre de traitement Suez mes données de consommation d'eau. Des données que je peux consulter sur mon compte en ligne ou sur mon eau. Dès que je me connecte, je peux voir ma consommation exacte en eau, jour après jour, et ajuster mon comportement pour maîtriser mon budget. Quand une surconsommation d'eau est détectée, je reçois un SMS ou un email d'alerte. Je peux alors vérifier et éventuellement faire réparer ma fuite. Toujours grâce à ce compteur connecté, les fuites sur le réseau de ma ville sont plus vite détectées. Les travaux de réparation sont anticipés, mieux planifiés, et j'en suis informé. Les données collectées par le compteur vont me permettre de connaître au mieux mes habitudes de consommation d'eau. Je pourrai visualiser la répartition de mes consommations d'eau selon mes usages et aussi vérifier la quantité consommée pour chacun. Une maîtrise de ma consommation d'eau que je pourrai optimiser en recevant des conseils pour mieux gérer mon budget, comme en installant dans ma douche un limiteur de débit d'eau. Des conseils que je peux également appliquer à un autre poste, l'eau chaude sanitaire. Une fois maîtrisée, je pourrai ainsi réduire ma consommation d'énergie. Suez s'engage chaque jour à développer des services à destination de tous, citoyens et collectivités, pour le bien-être et construire des villes durables. So it might look a little bit strange or stupid for a water company to push their customer to consume less water, but indeed we have to realize that we are not here to waste the water. Water, of course, is a quality product, and this challenge is to make sure that when people will use the water, they will use it properly and without wasting it. And of course, it enables to alert them if they have a leak, because most of our complaints for water bills are due to leaks, internal leaks. And so this system will give, through an SMS or another way, an alarm to the customer to avoid leakage in their and high bills, high consumptions. In New Caledonia, we have 5 cities where we test this technology, and we will start a new test with OPT on Dumbea. We are trying them, of course, on the cities where we are, but this system is open to other cities where we do not operate.
For any municipality who would like to test it, of course, they can contact us. And we hope to develop this also in the Pacific region for other countries of the Pacific. The second application I would like to talk about is more about desal. So this is not a product directly from Suez. It's another way of innovation in the group. The first one was developed by our research centers, and the second one about desal is really a startup, and we partner with this startup to help them to develop and to commercialize this product. It is called Osmosun, and I will give the floor to the CEO of the startup through the film again on desal. La société Mascara a développé pour la première fois au monde un système de dessalement d'eau de mer solaire, avec une particularité, c'est qu'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de stockage d'énergie. Nous utilisons donc des capteurs solaires photovoltaïques pour produire l'énergie nécessaire à notre équipement. Et c'est cette électricité qui va piloter le fonctionnement de Osmosun, l'unité d'osmose inverse, qui va fonctionner donc au fil du soleil, c'est-à-dire à puissance et à débit variable. Lorsque des nuages apparaissent, on l'entend. Le débit et la puissance de la machine baissent. Dès que le nuage disparaît, la machine va produire plus, va accélérer, et ce, tout au long de la journée, au gré des passages nuageux et de l'énergie incidente. Le soir, elle va s'arrêter. Par ailleurs, notre consommation est extrêmement faible, c'est-à-dire que nous consommons de l'ordre de 2,5 kWh par mètre cube d'eau douce produite, ce qui nous place parmi les plus faibles consommations sur ce type de technologie. Ces résultats, nous les constatons depuis un an avec le fonctionnement de cette machine. C'est pour nous un véritable espoir pour tous les gens qui manquent et manqueront d'eau avec les effets du changement climatique. So maybe just to pick about the guy we saw is called Marc Vernier. C'est Marc Vernier que nous avons vu sur le film. Lorsque j'étais un jeune ingénieur, il y a 35 ans, j'ai commencé en Afrique à mettre des pompes, des puits, à fabriquer des puits dans les villages africains. C'est lui qui les fabriquait. Maintenant, il est un peu plus âgé. Je voulais juste mettre en exergue que ce n'était pas un génie. En tout cas, c'est quelque chose qui s'en rapproche. Parce qu'il cherche toujours des solutions technologiques, novatrices et simples à mettre en œuvre. Je suis convaincu que cette nouvelle technologie va nous aider dans certains cas, peut-être pour des populations plus isolées, mais dans les îles, nous avons souvent de petites populations et avec ce type de technologie, cela pourrait vraiment être une bonne réponse aux besoins. Et puis, n'oublions pas non plus qu'il n'y a pas de piles, pas de batterie, donc au niveau de l'environnement, c'est beaucoup mieux parce que la batterie peut polluer également. Bien sûr, l'investissement en capital est plus élevé, mais le retour sur investissement pour nos îles, hélas, l'énergie coûte cher, et donc le fait que vous n'ayez pas à payer pour cette énergie, c'est un coût énergie zéro, ce qui renforce et qui augmente le retour sur investissement. Voilà, c'était les deux projets que je voulais présenter. L'eau, en général, on y pense comme étant quelque chose d'un peu vieux. Certes, nous sommes là depuis longtemps, mais je crois que nous devons innover et pour s'assurer que nos clients continuent à travailler avec nous. Et n'oublions pas non plus que nous ne pouvons pas innover seuls. Et les partenariats, ces clusters, ces grappes d'entreprises, ces coopérations que nous avons pu voir mentionnées avec la Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui enrichit notre travail. Je vous remercie. Y a-t-il des questions et des demandes de précision? Je tiens particulièrement à remercier Didier qui nous soutient sur cet événement. Et effectivement, comme le disait ma présidente avant,
L'innovation, c'est pas une affaire de taille d'entreprise. Se préoccuper du modèle économique soutenable, c'est pas non plus une question de taille d'entreprise, c'est juste une question de volonté personnelle et d'engagement. Et on peut être une entreprise comme la Calédonienne des Eaux et Suez ou comme l'OPT, et on verra aussi demain avec la SLN d'être dans une démarche un peu plus responsable et effectivement essayer de limiter la consommation de son propre produit, parce qu'on le sait rare et précieux. C'est d'être dans cette démarche intelligente. Donc voilà. Merci en tout cas à tous nos intervenants d'aujourd'hui. Ce format d'intervention en 15 minutes reprendra demain dès 8h30. On aura la chance d'avoir Monsieur Stephen Ford, qui est un entrepreneur néo-zélandais qui naturellement a un process naturel d'élimination des déchets plastiques. Marie-Catherine Bourga qui nous parlera de Fab Lab Pacifique. Frédéric Martin et Olivier Belligon qui nous parlera justement donc de la SLN et de la réutilisation des scories qui font. Xavier Sevin pour Ifingo nous parlera de comment, et ça a été abordé, comment la numérisation de nos process économiques peut être un réel et doit être un réel levier de compétitivité pour nos pays. Et puis Pierrick Maury nous parlera du financement participatif et des nouveaux modèles de financement pour justement ces porteurs de projets qui ont besoin de toutes les bonnes volontés. Le PBF c'est pas terminé. Je vous propose aujourd'hui, maintenant, c'est une heure de ce qu'on a appelé le business speed dating. C'est une heure où vraiment, voilà, entrepreneurs ou pas entrepreneurs ou futurs entrepreneurs ou accompagnants d'entrepreneurs ou juste personnes qui veulent se rencontrer ont voilà une heure pour échanger, pour discuter, pour faire du business, pour trouver des convergences. Discuter du modèle économique pour ces îles du Pacifique et pour la Nouvelle-Calédonie. On se reverra. Vous avez l'espace pour vous, pour ces échanges et pour ce partage jusqu'à 17h et au-delà. Et puis on se revoit ici sous peu. Voilà. Merci pour tout. Merci à tous.